Chers amis téléspectateurs, c'est pour moi une très grande joie de vous retrouver ce soir pour ces nouvelles chroniques après une pause estivale de quelques jours fort bien méritée tant pour vous que pour moi. Et j'ai décidé aujourd'hui de ne pas gâcher le capital d'optimisme que vous avez accumulé en parlant pendant la semaine qui vient des grosses farces actuelles que l'on nous débite en tranches. La farce du jour, c'est celle du réchauffement climatique. Certes, nous avons eu un petit peu chaud pendant quelques jours, le thermomètre est monté à 40 degrés et évidemment, les climatologues de tout poil nous ont annoncé qu'au train où allaient les choses, dans quelques dizaines d'années, l'on monterait sûrement à 75 degrés à l'ombre. Tout cela, évidemment, est une grosse farce. J'ai lu récemment un excellent livre d'un certain Leroy-Ladurie, que vous connaissez évidemment, ce très grand scientifique, ce savant incontestable, adulé par les élites mondiales, adulé par le monde intellectuel et ayant le cœur à gauche, ce qui ne gâchait rien. En 1967, Leroy-Ladurie a écrit un livre intitulé « Histoire du climat de l'an 1000 à nos jours ». Et là, il cite un nombre incroyable de périodes de sécheresse ou d'ailleurs de pluies intenses. On voit bien que la sécheresse, depuis 1000 ans, est au rendez-vous année par année, ou décennie par décennie, ou siècle par siècle. Je voudrais en citer simplement 3 ou 4 exemples. En 1276, la récolte d'avoine et de seigle fut réduite en poussière tant la sécheresse fut violente, sans une goutte de pluie. En 1556, sécheresse générale sur l'Europe, l'agriculture sans dessus-dessous. En 1718, aucune pluie, aucune goutte de pluie entre avril et octobre de cette année-là. Et à Paris, le thermomètre est monté jusqu'à 45 degrés. En 1835, l'on pouvait pratiquement traverser la Seine à pied sec tant la sécheresse était épouvantable. Je m'arrête là. Là, pour la malheureuse Greta Thunberg, c'est pif pouf dans le pif. Évidemment que nous sommes dans des périodes où il y a de la sécheresse et du réchauffement climatique. Et puis d'autres périodes où il y a au contraire beaucoup de pluie et éventuellement des zones de refroidissement de la planète. En réalité, ce que je voudrais simplement signaler, et que vous savez tous, c'est qu'il y a finalement 2 sortes d'individus actuellement. Ceux qui sont des vrais scientifiques, qui examinent scientifiquement les choses et qui tirent des conclusions scientifiques. C'est ce qu'on appelle, notamment pour tout ce qui est climat, les climato-réalistes. Leroy-Ladurie, évidemment, en fait partie. Et puis, il y a ce que l'on appelle les climato-idéologues qui, pour mener à bien leur idéologie, inventent absolument n'importe quoi, avec un but d'ailleurs très précis, utiliser le réchauffement climatique pour mettre l'homme dans des cases précises, en fait, pour le faire marcher au pas de loi. Sur ces très bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Bruno Le Maire, notre brillant ministre, a annoncé un plan PME, un plan de soutien aux PME et a largement octroyé 3 milliards d'euros pour mener à bien ce plan. Il est vrai que les PME sont un dispositif essentiel pour l'emploi en France, elles sont créatrices d'emplois, alors que les grands groupes ne le sont pas tant que ça, et donc les PME ont encore, j'espère encore longtemps, un rôle fondamental dans l'économie française. Or, les PME souffrent évidemment
Pourquoi? Parce que certaines sont sous-traitantes de grands groupes et les grands groupes ne vont pas si bien et abandonnent actuellement leur sous-traitance. Parce que la consommation va se réduire, les PME vont forcément être impactées par cette réduction de la consommation. Parce que les trésoreries des PME sont un peu asséchées par la période de confinement et donc sont dans des difficultés financières assez évidentes. Parce que finalement la conjoncture économique globale n'est pas très bonne et cela impacte évidemment les PME. D'où ce plan de 3 milliards d'euros annoncé par Bruno Le Maire. Je voudrais rapprocher ce chiffre d'un autre chiffre. Ce sont les subventions données par l'État aux associations. Chaque année, les associations touchent la modique somme de 7 à 8 milliards d'euros. Chaque année. Ce qui est évidemment important par rapport aux 3 milliards d'euros octroyés aux PME. On a l'impression tout de même que le monde associatif a les faveurs de l'État et du gouvernement, alors que les PME sont plutôt des laissés pour compte. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ces associations, souvent, sont totalement inutiles, ne servent strictement à rien, sont idéologiques, ont le cœur à gauche de la gauche, sont complètement liés au système mondial de libertarisme, d'immigrationnisme, on ne compte plus les associations d'aide aux immigrés, d'antiracisme, de libertinisme sous tous ses angles, bref, des associations un peu bizarres tout de même. Et même s'il y a des associations remarquables, un très grand nombre d'associations qui reçoivent de très importantes subventions de l'État n'ont strictement aucun sens et aucun intérêt. Je pense que certaines associations comme la Ligue des droits de l'homme, comme SOS Racisme, ne devraient pas recevoir un sou de l'État. Nous n'avons pas à contribuer aux finances de ces associations. Or, ces associations qui touchent 7 à 8 milliards d'euros par an vont, sur le quinquennat Macron, avoir bénéficié d'une somme de l'ordre de 30 à 40 milliards d'euros. Chiffre à rapprocher du plan PME de 3 milliards. Nous voyons bien que l'État, nous voyons bien que le gouvernement a des priorités assez claires. Donner un petit peu d'argent aux PME, parce qu'il faut quand même soutenir un peu l'emploi, mais donner des fortunes considérables au monde associatif qui, par définition, est un monde qui est plutôt à gauche qu'à droite. Ceci pouvant expliquer cela. Et quand on compare 40 milliards à 3 milliards, comme disait ma tante Gertrude, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a même pas besoin de les commenter. Sur ces très bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Chers amis téléspectateurs, comme je vous l'avais annoncé lundi, cette semaine est la semaine des grosses farces que je voudrais évoquer avec vous. Et celle d'aujourd'hui est particulièrement exceptionnelle. C'est la farce de la semaine, c'est le retour présumé de Sarkozy à la présidence de la République. Ça, comme farce, on ne fait pas mieux. Le bon Sarko a écrit un livre, Le temps des tempêtes. Et ce livre fait un véritable tabac. On se l'arrache, émeute dans les librairies, séances de signature bondées. Sarkozy serre les mains, signe ses livres et effectivement donne l'image de celui qui a très envie de revenir en politique, alors qu'il avait juré qu'il n'y reviendrait jamais. Un de ces idolâtres, une personne qui manifestement a une passion pour l'homme, disait dans un tweet « Sarkozy a une pêche d'enfer, il pourrait être président de la République ». Alors je dis à ce sarcolâtre « Mais cher ami, est-ce que le fait d'avoir une pêche d'enfer fait que l'on peut être un bon président de la République ?» Eh bien, moi, mon cousin Kevin,
Sur les terrains de foot, à une pêche d'enfer, mais je ne souhaite pas du tout que Kevin, mon cousin, devienne président de la République. Donc ce n'est pas un bon argument. Le mieux, cher ami sarcolâtre, c'est de regarder tout simplement le bilan de Sarkozy, le bilan de ses 5 ans de présidence, qui est un bilan purement et simplement catastrophique. Envolée considérable de la dette. Immigration qui s'envole. Insécurité peu maîtrisée. Déséducation nationale à un haut niveau. Il ne faut pas oublier quand même que c'est le ministre de Sarkozy, M. Châtel, qui a introduit l'obligation d'enseigner le gender à l'école. C'est Sarkozy, c'est son ministre. Le Moyen-Orient mis à feu et à sang par le couple infernal Sarkozy-Bernard-Henri Lévy. Je m'arrête là, je pourrais multiplier les exemples. Ça n'est pas parce qu'il a fait un statut d'auto-entrepreneur que l'on va réélire Sarkozy en 2022, tout de même. Non, soyons sérieux, Sarkozy, en réalité, est un formidable atout pour Macron, car chacun sait qu'entre Sarkozy et le Front National, la haine est totale. Sarkozy ne supporte pas le Front National et le Front National lui rend la monnaie de sa pièce. Ainsi donc, on ne voit pas par quel miracle Nicolas Sarkozy serait réélu. Ce qui signifie que l'intrusion actuelle de Sarkozy dans le jeu politique est pain béni pour Macronor, chef de guerre microbien. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Au cours de cette semaine, où j'évoque 5 grosses farces lors de mes 5 chroniques quotidiennes, je voudrais évoquer ce soir la grosse farce d'une guerre éventuelle entre la France et la Turquie. Le ton monte entre Ankara et Paris. Les présidents de ces deux pays agitent frénétiquement le menton. L'un menace l'autre et réciproquement. La France envoie 2 navires pour épauler les navires grecs dans une éventuelle problématique militaire. Boum, 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 nous commençons à entendre le son du canon. Et attention, la France a l'arme atomique. Et dis donc, Erdogan, dit Macronor, veux-tu que je réduise Istanbul? Veux-tu que je réduise Istanbul en poussière? Car moi j'ai la bombe atomique. Tout cela est évidemment une énorme farce. Tout cela est de la politique spectacle. Verrait-on la Turquie et la France entrer en guerre l'une contre l'autre quand les deux pays appartiennent à l'OTAN et sont chapeautés par le puissant suzerain, à savoir l'Amérique, à savoir Donald Trump. Il suffit que Donald Trump claque du doigt et c'est la fin de la récréation. Enfin, soyons sérieux. Il est absolument évident qu'envoyer 2 ou 3 navires épauler la marine grecque ne sert strictement à rien. Et parce que cela ne sert à rien, la France le fait. La seule chose que la France devrait faire concernant la Grèce, c'est envoyer des hommes et du matériel pour aider la Grèce à défendre ses frontières contre la vraie guerre que mène la Turquie contre l'Europe, à savoir la guerre migratoire qui consiste à envoyer en Europe des dizaines de milliers d'immigrants clandestins illégaux. Ça aurait de l'allure et ça, ce serait utile. Mais dans la France macronienne, la politique spectacle inutile prime et la réalité de l'action politique utile n'est jamais mise en œuvre. C'est ça la définition de la politique macronienne en ce moment et c'est pour ça que cette éventuelle guerre entre la Turquie et la France est une énorme bouffonnerie.
Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain. Le président Ciotti, président du Conseil général des Alpes-Maritimes, républicain de son État, vient de prendre une décision exemplaire, qui suivait d'ailleurs une décision exemplaire prise précédemment. Il a suspendu le RSA pour 2 djihadistes qui étaient tout simplement partis faire le djihad tout en touchant le RSA. Nous sommes effectivement dans une situation un peu cocasse. Avec nos impôts, nous payons des djihadistes qui vont faire le djihad à l'étranger, et avec nos impôts, nous payons le salaire de soldats qui vont combattre à l'étranger les djihadistes. Ce qui veut dire qu'avec nos impôts, nous payons tous les combattants. C'est quand même sympathique. Nous sommes tout de même des gens généreux. Les Français sont quand même généreux. Ils ont véritablement le portefeuille très ouvert. Alors, c'est vrai que c'est l'État qui décide et que si nous décidions de ce genre d'affectation de fonds, nous ne serions pas d'accord quand même pour payer le RSA à des djihadistes. Mais comme c'est l'État qui décide en dernier ressort, nous n'y pouvons rien. Nous nous faisons prélever des impôts pour ce genre d'aberration. Alors, ce petit exemple, bon, certes, je me réjouis de savoir que 2 personnes ne vont plus toucher le RSA, quelques milliers d'euros de gagnés sur le budget de l'État, notre endettement de 3 000 milliards d'euros qui va donc se réduire légèrement, c'est quand même très sympathique. Bon, cela dit, une hirondelle ne fait pas le printemps, et il est évident que ces 2 exemples caricaturaux pose le problème des aides sociales, notamment des aides sociales légalement aberrantes ou tout simplement des aides sociales frauduleuses. Ces aides sociales aberrantes légalement ou ces aides sociales frauduleuses touchent considérablement les populations d'origine étrangère. Et donc, il y a un véritable problème, car là, nous ne parlons pas de milliers d'euros, mais nous parlons de milliards d'euros qui s'envolent en fumée, et ce sont des euros qui viennent de nos portefeuilles, ce qui est tout de même un petit peu angoissant. Alors, si l'on regarde les choses très concrètement, on s'aperçoit que, par exemple, pour les populations d'origine étrangère, les guichets d'attribution d'aide sont partout, avec du personnel, avec de la compétence, pour effectivement attribuer des aides sociales. Il n'y a pas beaucoup de problèmes de personnel du côté de l'État. L'État remplit parfaitement son rôle de grand distributeur d'aides sociales à tout niveau et pour tout montant. En revanche, du côté des contrôles, pénurie complète de personnel. Il n'y a pratiquement pas de contrôle. Or, l'on sait que s'il y avait des contrôles sérieux, ce sont des milliards d'euros qui seraient peut-être pas remboursés par des gens qui ont eu effectivement des prestations sociales indues, mais qui au moins seraient stoppés et on arrêterait une partie de l'hémorragie actuelle. Donc ce problème des aides sociales, qu'elles soient légalement aberrantes ou qu'elles soient frauduleuses, eh bien ces aides sociales, véritablement, ont encore de très beaux jours devant elles, car l'État, manifestement, fait tout pour qu'il en soit ainsi. Sur ces tristes paroles, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.